Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de Kubernetes, dans laquelle on va aborder euh, en surface les principaux éléments, que ce soit au niveau de la philosophie de Kubernetes. Qu'est-ce que c'est que Kubernetes? Merci. Euh, et euh, à quoi ça sert, dans quel cas c'est utile. Et, euh, et voilà, on va voir tout ça. Donc, au niveau de la table des matières, on me demande de m'authentifier. Non. Euh, Ce qu'on va voir du coup, c'est on va une petite introduction, comme je le disais avant, les avantages qu'offre cet outil, un petit exemple d'architecture, et puis on va faire une petite liste des principes. Parmi ces principaux composants, on va avoir les trois qui sont vraiment le plus utiles, enfin pas utiles, mais utilisés globalement, c'est des composants qui sont vraiment obligatoires pour pouvoir mettre en place une architecture Kubernetes. Donc, introduction. Alors, qu'est-ce que c'est que Kubernetes? C'est un orchestrateur de containers, un petit peu au même titre que Docker Compose et d'autres orchestrateurs. Et sauf que lui, il va un petit peu plus loin. Il permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités et de déployer en fait ce qu'il a de plus par rapport à d'autres orchestrateurs de containers, c'est qu'il permet de faire des grandes architectures qui s'étendent sur plusieurs nodes, donc sur plusieurs serveurs différents physiques ou virtuels. Et du coup, ça permet euh, d'avoir plein de petits avantages qu'on verra un petit peu plus tard. Et puis ça a été développé par Google pour répondre à leurs propres besoins en matière d'architecture. Donc parmi les avantages, ça permet d'avoir ce qu'on appelle de la haute disponibilité ou bien une tolérance aux pannes très très élevée. C'est-à-dire que, on va le voir un petit peu plus tard, mais Kubernetes permet d'avoir une redondance au niveau des services qu'on établit, qu'on met en place, ce qui fait que on peut avoir une machine qui tombe en panne et normalement le reste peut continuer à tourner sans aucun souci. Donc il y a cet aspect redondance, il y a l'aspect scalabilité et performance, donc le fait de pouvoir agrandir notre parc de serveurs virtuels à notre guise, suivant nos besoins. Donc, on peut déployer beaucoup plus de capacités de serveurs si jamais on a une application, un site web qui reçoit énormément de requêtes d'un coup. On peut décider de déployer beaucoup plus euh, de, de pods. On verra que ça s'appelle des pods. Hum, Et ça permet aussi, du coup, d'avoir un rétablissement simplifié en cas de panne. Donc, si on a une grosse panne qui va toucher plein de serveurs, bah, déjà, si ça touche pas tous les serveurs, le site, l'application web qu'on héberge ne sera pas down. Euh, mais si jamais il y a vraiment un crash du cluster entier Kubernetes, ben, on a normalement la possibilité de rétablir le service assez rapidement au dernier état connu, en fait. Donc au niveau de l'architecture, d'une architecture classique d'un cluster Kubernetes, ça se présente comme suit sur le schéma. Donc en fait, on a plusieurs types de nodes, donc de serveurs, de machines virtuelles sur lesquelles tourne un service Kubernetes.
Donc normalem d'habitude, on a du coup un node, donc un serveur qui va servir, de master, de maître, heu et qui va gérer, tous les ce qu'on appelle oups, les worker nodes, comme on peut voir en bleu ici. Donc ça va être, ben, les nodes, les nœuds qui contiennent, nos applications, web qu'on veut hoster, dans notre cluster, Kubernetes. Heu, voilà, donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc pour, les composants principaux qui constituent, les, une architecture, Kubernetes, donc un cluster, heu, ben, parmi les composants, du coup, il y a le cluster, donc c'est un ensemble de nodes. Heu, les nodes en eux-mêmes, c'est une machine virtuelle ou physique qui host des pods. Les pods, qu'est-ce que c'est? C'est une abstraction, heu au niveau, par-dessus des containers et les services, ça sert bon, je passe, très, très vite, mais on ira voir un petit peu plus en détail. On les verra pas tous, heu, mais voilà. Donc les services, ça sert, peut servir de load balancer et puis, de passerelle un peu au sein d'un node. Les déploiements, c'est ce qui permet, heu, setup, de configurer, le le déploiement de notre application sur chaque, node. Donc, on dit que c'est une abstraction, sur les pods. Et puis, les nigresses qu'on verra pas, mais en gros, ça permet de faire du routage, aussi, au sein d'un node. Donc, parmi les composants principaux, c'est très important d'expliquer, de savoir ce que c'est qu'un node un pod. Donc un pod, ça va nous permettre, comme c'est indiqué, c'est une abstraction sur des containers. Donc, c'est, une interface, qui a été créée par, Kubernetes, pour faire, une, liaison, on va dire, entre, heu, un conteneur normal, donc ça peut être un conteneur Docker, ça peut être un conteneur Podman ou bien, Containerd, enfin il y a d'autres services qui permettent de faire, de la containerisation. Hem, donc ça permet de faire un peu, la liaison du coup entre un container, tel quel et puis un, le reste de l'architecture, Kubernetes. Donc globalement, on peut considérer, à peu près, pareil, les pods, et les containers. C'est juste que quand c'est dans Kubernetes, on appelle ça des pods. Et en général, un pod contient une application, spécifique. Hem, donc ça peut être hoster, une, base de données, ça peut être, hoster, un service, un serveur web, ça peut être, plein de choses, différentes. Et les pods, ils possèdent en fait leurs propres adresses IP au sein, des, heu, containers. Ils possèdent leur propre, adresse IP, au sein d'un seul, d'un node, de Kubernetes. Mais en général, du coup, quand un pod il naît, donc à la création d'un pod, il va avoir une, adresse IP qui va être adressée, aléatoirement, un peu à la manière heu, d'un routeur qui, via le protocole, HDCP, heu, fournirait une adresse IP, à un nouveau, appareil sur un réseau local, lorsqu'il se connecte et du coup, ils sont volatiles. C'est-à-dire que, ils peuvent être, vraiment, créés et puis détruits, sans aucun souci si on a une architecture, derrière qui tient la route. Les services, ce qu'ils servent à faire, c'est, ils servent à permettre, à permettre,
à permettre à un pod de garder la même adresse IP, heu, même lorsqu'il redémarre. Parce que quand un pod crash et qu'il est, du coup redémarré, il va se voir se faire adresser une nouvelle, adresse IP et ben, les services permettent de de se dire: «Ah OK, ce pod il a été redémarré, maintenant, moi je vais garder, une nouvelle IP, enfin je vais reprendre la nouvelle IP et je vais la faire correspondre à la même, qu'on aura définie». Et les déploiements, heu, ça va être le dernier composant qu'on va voir. C'est, donc une abstraction sur les pods. Donc ça permet d'orchestrer, les pods un peu à la même manière, qu'un Docker Compose. Donc on va pouvoir définir plusieurs éléments de configuration dedans, notamment le nombre de pods qu'on a envie de voir, tourner, simultanément, sur, chaque node et puis d'autres éléments de configuration comme, les ports, utilisés pour les différents services, et tout. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, je vais pouvoir, revenir et je vais pouvoir un peu du coup, réexpliquer, avec, maintenant que vous savez, ce que les déploiements, les pods et les services sont, on va pouvoir utiliser ces schémas-là. Donc là, on voit qu'on a notre Kubernetes master. Donc le master, il sert à gérer le déploiement, heu, comme on a vu, précédemment, de chaque application sur chaque, node différent. Donc il va faire, OK, on doit avoir, 5 pods qui doivent, tourner, en permanence, et donc il va s'occuper, de donner, l'ordre, à, un node, un worker node, donc un node esclave, de créer nouveau pod si jamais, il y en a un qui a crashé ou bien, il y en a un qui a eu un problème. Voilà, et on peut voir qu'il y a, parmi les petits, composants, il y a des kubelets aussi. Donc kubelet, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui permet, de faire tourner, du coup, d'accueillir, tous les, nodes, tous les pods sur un node. Voilà, c'est un service, Kubernetes. Voilà. Donc c'est tout pour, cette présentation, qui a été, assez, rapide et du coup, si vous avez des questions, je vous écoute. Moi, j'ai pas de questions, je veux juste dire qu'il était pas mal la présentation. Pardon? J'ai pas de questions, mais elle était pas mal la présentation. OK, merci. Il faut mettre ton micro, Alexandre, on n'a rien compris, quoi. Pardon? Je lui disais, bon, c'est pas grave. Je lui disais qu'elle était bien la présentation, mais que j'avais pas de questions. Donc, tu n'as pas de questions sur Kubernetes. Tu as Non, tout compris, tu es capable de réexpliquer et tout. peut-être pas. Ben, le truc, ouais, c'est que enfin, de toute façon, même si, avec, ce que j'ai présenté ici, heu, c'est vraiment c'est vraiment ça ne suffit pas en fait pour, avoir, une, application qui puisse, tourner correctement. Hem, Ça permet juste d'avoir une petite introduction et de comprendre, les, heu, concepts fondamentaux de Kubernetes, histoire d'être un petit peu, moins perdu quand on entend d'autres personnes, qui viennent nous en parler. D'accord. Moi, j'ai trouvé que la présentation était bien. En tout cas, au niveau de théorie, c'était bien. Est-ce que tu as fait un peu de pratique? Heu, oui, mais je pourrais pas, Est-ce que montrer, tu as fait une infra Kubernetes ou tu as utilisé une infra Kubernetes? ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai set up, une, avec,
Minikube, j'ai utilisé Minikube pour essayer de setup l'infrastructure. Et puis, tu peux nous faire une petite démo, alors? Non, Non? non. Il manquait un truc qui ne marchait pas. C'est dommage. Oui. Vous avez vu que je vous ai fait de la pub pour Infomaniac, hein? Vous avez 300 francs gratuits à dépenser jusqu'en juillet. Et vous pouvez utiliser toute l'infra d'Infomaniac, en particulier pour monter l'infra Kubernetes. Donc, n'hésitez pas à faire jour avec, maintenant que vous savez à quoi sert Kubernetes. Sérieux, il n'y a pas d'autres questions là? Moi, j'ai plein de questions. Il y a Ça un marche. langage de prédilection? Oui, c'est en fait tout ce que tu vas faire en fait quand tu vas utiliser Kubernetes, c'est que tu vas utiliser, enfin tout, s'entend presque. Ça va être utilisé, en tout cas pour faire les configurations, pour donc les déploiements, les configurations, parce qu'il y a d'autres composants qui permettent d'ajouter de la config un peu plus poussée, donc notamment les config map et puis les secret files. Donc ces fichiers de configuration, tu vas les faire en YAML, comme les Docker Compose par exemple. Donc c'est un langage de programmation entre guillemets, c'est YAML. Non, c'est pas un langage de programmation. Oui, oui, mais Faut c'est arrêter de ça dire que des je dis conneries. entre guillemets. Non, non, mais même pas en guillemets, quoi. C'est Ok, jamais un ben, langage de ok, programmation. d'accord. Ça Mais veut ça dire peut quoi, être. YAML? Ouais, donc voilà. Ça veut dire Yet Another Markup Language. Ah, d'accord. Donc, c'est pas un langage de programmation, c'est un langage de définition, si tu Oui, veux. oui, Mais oui. tu programmes rien en YAML, quoi. Non, non, c'est vrai, c'est C'est comme un c'est comme JSON. du JSON ou un point Oui, texte ou un point MD, ça quoi. permet C'est de pas de faire des clés programmation. valeurs, oui. Oui. Ouais, justement, je voulais savoir, parmi tous les apprentis, qui c'est qui a tapé YAML espace Wikipédia dans le browser il y a 10 secondes pour savoir qu'est-ce que ça veut dire YAML. Ça, c'est vraiment un truc que vous devez avoir comme réflexe. Vous avez un mot que vous avez entendu parler, que vous ne savez pas très bien, et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le cadre de quelqu'un d'autre, vous allez tout de suite chercher sur Wikipédia pour savoir de quoi ça parle. Si vous ne faites pas ça, vous allez être dépendant de tous les bouts de corridor et les cargos cultes qui traînent à gauche et à droite. Ouais, je peux poser mes questions. Ouais. Oui. Déjà, merci pour ta présentation, Jérôme. Et Je pense que c'est bien, mais par contre, ça va pas assez loin pour moi, quoi. Et la démo, franchement, je suis vraiment déçu que tu ne l'aies pas préparée parce que pendant toutes les relâches, tu as bossé que là-dessus, hein. Et que tu as dit que tu avais testé, tu avais créé des pods, tu avais fait une application de test, et moi, j'étais sûr qu'on allait l'avoir aujourd'hui, quoi. Donc, et je suis sûr que ça aurait été utile à tout le monde de pouvoir mettre, enfin, en pratique, en tout cas, voir la pratique de ce que tu as expliqué. Et puis, l'autre truc que j'aimerais dire par rapport à ta présentation, déjà, c'est qu'est-ce que tu as utilisé pour la faire? Google Slide. OK. Et puis, même reproche Caléo, mettre oui. les numéros de page et numéros de slide, c'est important parce que là, sur ton slide 3, il y a un truc que je n'aimais pas beaucoup, quoi. Et puis, au slide 5, il manquait le S à abstraction. Donc, voilà, c'est toujours utile d'avoir les numéros de slide. Et puis, du coup, mes questions. Tu as dit que c'était développé par Google. C'est vrai ce mensonge? Qui c'est qui a cherché Kubernetes Wikipédia dans un browser pendant la presse? Cette fois, je l'ai pas fait. Peut-être que j'ai confondu avec autre chose, c'est qu'en fait, c'est des sponsors du projet Google. C'est pas complètement juste, c'est pas complètement faux non plus, quoi. C'est que Ils ont participé activement dans le développement de cet outil, en tout cas. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Google a un outil similaire qui s'appelle Borg, B-O-R-G, d'accord? Ok.
et que eux, ça fait 20 ans qu'ils ont un truc qui fait l'équivalent de Kubernetes, mais au sein de Google pour les clusters monstrueux de Google. Et ce truc Borg, donc maintenant c'est public, mais avant ça ne l'était pas. Et puis en fait, les gens qui bossaient sur Borg, vu que c'est un vieux truc, puis qu'il n'y a pas tout qui est bien, ils se sont dit, si on faisait un truc qui serait un peu mieux, et puis qu'on rendait open source. Du coup, alors c'est sous l'initiative de Google que Kubernetes a été développé, mais actuellement c'est un projet open source. Ça veut dire qu'il y a des contributeurs et des développeurs un peu partout, dans toutes les grosses entreprises et même des privés, quoi. Donc, même si c'était au tout départ sur l'impulsion de Google, c'est pas développé par Google, quoi. Et c'est En tout cas, dommage. pas à 100%, quoi. Et c'est dommage de ne pas aller voir la page Wikipédia parce que Borg, ça veut dire, c'est un personnage de Star Trek. Et au début, il voulait l'appeler Seven pour être un Borg devenu amical. Donc, il y a des références de filmographiques dans l'histoire. Je viens de le mettre dans le de Joe, Telegram de Joe. Donc, ça vaut toujours la peine d'aller voir cette foutue page Wikipédia. Du coup, Jérôme, tu as dit, c'est cool Kubernetes parce que si le cluster il crash, c'est super facile de le remettre en branle. Tu n'as pas utilisé exactement ces mots, mais c'est ce que tu as dit assez tôt dans la présentation. As-tu déjà eu un crash d'un cluster Kubernetes? Donc, il y a plein de gens très intelligents qui disent que si tu dois installer toi-même Kubernetes, c'est que tu fais fausse route. Et le jour où ton cluster il crash, quand tu as un pod qui crash, c'est facile. Mais quand tu as ton cluster qui crash, je t'assure que c'est la merde, quoi. Et que là, il faut être plusieurs, quoi, parce que il y a du réseau, il y a du stockage, il y a des routes partout, il y a des trucs compliqués partout et que c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, je t'assure que c'est pas parce que tu as sur Kubernetes que quand le cluster il crash, c'est plus simple, quoi. Donc, tu as meilleur temps d'avoir une VM avec une image, puis tu la redéploies ailleurs. Parce que pour Kubernetes, tu ne vas pas pouvoir faire ça, quoi. Donc, Alors, donc bah, ok. Bah, dans ce cas-là, ça s'applique plutôt à s'il y a un node qui, ouais, qui crash. Ouais. oui, Du coup, ouais. mais au niveau du cluster et enfin de tout ce qui est en place pour orchestrer les clusters nodes, les services, les trucs comme ça, Ouais. c'est pas simple à réparer, quoi. Et tu as meilleur temps que ça plante pas, quoi. Et on a ce problème actuellement à l'EPFL, c'est on a en fait un cluster Kubernetes qui est géré par OpenShift. Et puis, rien que pour dire qu'on va passer de la version 3 à 4 d'OpenShift, c'est compliqué, hein, de savoir qu'est-ce qu'on va devoir arrêter, comment on va faire pour migrer des trucs, etc. Donc, on espère qu'en fait, ça tourne et puis qu'on n'ait pas trop besoin de décracher un truc comme ça. On a envie d'éviter les downtime, en fait. Le plus Donc, possible. c'est prévu pour ça, mais quand c'est le cluster lui-même qui crash, tu as un downtime partout, quoi. Ouais. C'est pas simple, quoi. Ouais. Et puis, donc, en fait, ce qui est bien dans Kubernetes, mais qui est aussi compliqué, c'est que tu peux connecter en fait des data centers aux quatre coins du monde, d'accord? Si tu n'as pas bien fait ton truc et puis que tu as un data center qui crash, tu as des chances pour que les pods, en fait, ils soient déployés sur un autre data center, géographiquement dans une position différente. Et du coup, ce que tu n'as pas expliqué, c'est comment est-ce que le master, il sait qu'un pod, il a crashé. Grâce au réplica 7. Alors, comment est-ce que le réplica 7 sait qu'il n'a pas le bon nombre de pods? Bah, en fait, si on revient en arrière, ici sur le schéma, donc le Kubernetes, le node principal, en Ouais. fait, il a un service qui moniteur en permanence tous les nodes qu'il a sous son aile et desquels il doit s'occuper. Et du coup, il met à jour constamment réplica 7, son réplica 7. Mais comment il sait? Comment il sait? Bah, j'imagine, enfin, si je dois répondre dans
plus bas level, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il ping régulièrement les différents nodes. Et puis dès qu'il y en a un qui est mort, il considère que le node en question est mort et du coup, il va en déployer un autre. Alors, je finis de répondre à ça après. J'ai une autre question. Il y a combien de containers dans un pod? D'accord, oui. Non, c'est si, du coup, si un node crash, je crois pas qu'il redéploie. Non, il redéploie pas un node. C'est si un pod crash qui va en déployer un autre pod dans un node, par contre, qui aura déjà été setupé et qui aura un taux d'utilisation au niveau du réseau et du CPU pas trop élevé pour que ça soit équilibré. Donc, je repose ma question. Il y a combien de containers dans un pod? De containers dans un pod, Ouais. il peut y en avoir. Non, il n'y en a qu'un. Oui. Non. Il peut y en avoir plusieurs, mais en général. En général, selon quoi? En général, il y en a plusieurs. Ok. Ok, donc le fait que Jérôme, il a dit que le pod était une abstraction du container. Alors, c'est pas tout faux, mais c'est pas tout juste non plus, parce que souvent, les pods, ils ont plus d'un container. Oui. D'accord? Et une des raisons pour lesquelles il y en a souvent plus d'un, c'est que déjà, tu fais ce que tu veux dans ton pod, hein, tu peux lancer 3 containers si tu as envie, mais que souvent, il y a un container qui s'appelle le health check et qui permet en fait de regarder si les autres containers ils réagissent correctement. Donc, comme tu as dit avant, c'est peut-être un ping, mais c'est peut-être des trucs plus compliqués. C'est peut-être des méthodes HTTP différentes ou des commandes d'accès pour voir si la base de données elle répond. Et puis, ça peut être une concaténation de plein de différents checks pour savoir si le truc il est healthy ou pas. Et du coup, alors pour en revenir au truc d'avant, le cube master, je suis pas sûr que ce soit lui en fait au final. Hein. C'est peut-être le kubelet qui regarde en fait. Ça passe peut-être par le kubelet en fait. Donc le kubelet il regarde si les f-checks ils sont bons et puis le kubelet il répond au cube master et son scheduler, son contrôleur manager là que tu as sur ton truc pour Oui, dire le le pod kubelet, est healthy ou pas. pardon. Vas-y, dis. Oui, le kubelet sert à faire aussi le monitoring du node sur lequel il est installé. Ouais. Dans ton cube Et de master, communiquer au node master s'il y a un problème. c'est quoi ce gros ovale là qui s'appelle etcd? C'est le daemon de Kubernetes, si je ne m'abuse. Alors, admettons que ton pod il est plein de signaux de détresse, qu'il est en train de mourir et que le contrôleur manager il dit bon bah, je vais redéployer le pod sur un autre nœud, un autre node, d'accord? Si le pod il avait un peu d'état ou des infos, comment le pod il peut récupérer ces infos entre 2 nœuds différents? Ben, dans le cas d'un déploiement de type stateful set, c'est ça? Alors les stateful, non, mais même n'importe quel déploiement quoi. Les stateful Ben, sets c'est un type de déploiement particulier. Hein. oui, qui contient du coup des datas. Donc, Il y a on va des, il y a des connecter à. déploiements qui peuvent avoir des datas. Ça, c'est ma question d'après, d'ailleurs. D'accord. Ma question, là, elle est toujours par rapport à ETCD. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien, ou même toi, Jérôme, Wikipédia ETCD? Je viens de le mettre dans le dojo, dans Telegram. Regarde dans Telegram. What is HTTP? Non, mais c'est parfait, ça, c'est très bien. Donc, si tu nous traduis la première phrase paragraphe, là. Donc, TCD, c'est un
Euh, c'est un... hmm, ok, c'est une sorte de magasin, je sais pas si c'est le bon, mais une sorte de fournisseur du coup qui donne des différentes clés valeurs qu'on peut définir et, euh, et qui doivent être accédées, enfin, de- desquelles les systèmes distribués sur les clusters des machines doivent euh, accéder. Donc, ça permet de... Donc, est-ce que c'est le démon de Kubernetes? Non, du coup. Non, du coup. Donc, etcd, c'est un système de stockage clé-valeur Mhm. qui est distribué. Donc, c'est parfait quand tu as plusieurs nœuds qui doivent accéder à la même information. Et en fait, l'information que etcd a, c'est l'information que tous les nœuds ont, y compris le masternode. Donc, on peut se filer l'info à travers etcd. OK? Donc, les différents états et les nombres de pods qu'il y a pour le réplica set, etc., ils transitent toujours par le TCD. En fait. Oh. OK? Donc, on en était où? C'est le composant le plus important de tout un cluster Kubernetes. Et c'est Donc, pour ça qu'il était gros dans le dessin vert. donc il y a plein de trucs intéressants dans etcd sur comment c'est fait pour... si deux personnes, deux nœuds écrivent dans etcd et puis ils écrivent au même endroit puis qu'il y a un conflit. Donc, il y a plein d'histoires comme ça dans etcd qui sont gérées avec un algorithme qui s'appelle RAFT. Okay, donc, en général, il y a un quorum qui décide et puis, en général, il n'y a pas qu'un seul nœud, il y en a plusieurs et puis comme ça, s'il y en a un qui plante, il y a les deux autres qui reprennent. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont assez compliqués. Et du coup, ma question suivante, c'est le stockage. Pour le stockage, on peut utiliser un autre composant du coup qu'on n'a pas vu qu'il n'était pas cité dans la liste des composants qui s'appelle les volumes. Et ça permet de faire du coup des volumes comme sur Docker Compose. Ou bien ça permet globalement d'avoir du coup accès à un stockage qui est sur le node sur lequel le pod est host, ou bien sur d'autres serveurs. Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir un stockage sur le node directement? Non. Enfin, ça dépend. Et je pense que ça Ça arrive dépend. jamais, ça, en fait. Ah Mais, bon? Dans quel cas ok. c'est intéressant? Enfin, dans le cas où tu as du data qui n'est pas important, mais enfin, qui peut être régénéré à chaque fois. Oui, alors ça, il est stocké dans le pod, en fait. Puis, Ouais, ça utilise, c'est ça. il y a jamais en fait de volume sur le node ou alors il est monté d'ailleurs, quoi, et que tu y accèdes. Ce que tu veux, c'est quand tu déplaces ton pod, tes data que tu as stocké quelque part et que ton pod se retrouve sur un autre nœud, il a les mêmes data, quoi. Ouais. En général, ouais, du coup, en général, s'il y a plusieurs pods qui contiennent la même application web, qui utilisent le même déploiement pour hoster la même application web de manière distribuée et puis redondante, ils se connectent souvent tous à la même DB. C'est pas obligatoire de faire ça, mais en général, c'est ce qui est fait. Et du coup, euh, Dominique m'avait dit, ça s'appelle le point de cohérence dans une application Mhm. distribuée tel dans un cluster, par exemple Kubernetes ou PageShift, qui n'est autre Est-ce qu'une que, surcouche de Kubernetes. est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cas, là on a surtout parlé du fait d'un pod qui crachait puis que c'est Kubernetes qui devait déployer un nouveau pod. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer d'autres cas dans lesquels on pourrait vouloir déployer un autre pod? Tous les pods, ils sont surchargés.
malgré le load balancing qui est opéré entre les différents pods, Mhm. donc entre les utilisateurs et les nodes, et puis ensuite à l'intérieur du node jusqu'au pod. Donc si tous les pods sont surchargés, on pourrait par exemple définir qu'à partir de X% d'utilisation, sur tous les pods en moyenne, par exemple, on déploie un nouveau pod s'ils sont tous trop utilisés. Ouais. Et puis c'est pratique dans le cas où on a un site web qui fait par exemple des réservations pour un Agnon. événement très attendu à Lyon. Ouais, on pensait au même. Et du coup, dès que l'ouverture de l'achat des billets, enfin, dès que l'achat des billets est ouvert, il y a tout le monde qui se précipite dessus. Du coup, on peut soit pré-shot le truc et décider d'en déployer plein une demi-heure avant, et puis on laisse ouvert ces pods-là une demi-heure, et puis voilà. Ou bien on peut décider qu'ils soient créés automatiquement dès qu'il y a une très grande charge. Ok, si tu peux penser à une autre situation où on a besoin de faire ça. Euh, À mon avis, c'est celle qui arrive le plus souvent. on a besoin de déployer des nouveaux pods. Oui, pourquoi? Ok. Une autre situation, on a besoin de déployer des nouveaux pods. Dans le cas où on a envie de s'assurer d'une redondance la plus grande possible. Mhm. Est-ce que quelqu'un, des apprentis, peut penser dans quel cas on a besoin de redéployer un nouveau pod sur Kubernetes? Quand il y a un autre qui crache aussi, mais ça, on l'a déjà Ça, dit. on l'a dit, ouais. Et à mon avis, c'est le cas le plus courant, mais j'ai pas de preuve à ce que j'avance. Mise à jour Oui, mise à jour de quoi? du container ou bien du node en lui-même ou bien du Ah, alors, pas du node, mais du pod. Et dans le pod, il y a un container, et dans le container, il y a sûrement du code de l'application. Donc, nouvelle version. Nouvelle Oui, version de l'application, d'accord? ouais, Et ouais, du coup, c'est quoi les... Est-ce que ça, dans tes recherches, Jérôme, est-ce que tu es arrivé là-dessus, sur les différents... je crois, oui. Ce qu'il va faire, c'est que le node master va s'organiser de sorte à ce que les différents nodes, il y en ait. Le node master, il va jouer le rôle de, de, de- oui, d'orchestrateur. En fait, il va demander à un node à la fois de se mettre à jour, ou bien deux à la fois. Enfin, le plus important, c'est qu'il y ait toujours un node qui soit. Enfin, je pense qu'on peut plus parler en termes de pods, du coup, qu'il y ait toujours des pods qui soient euh, opérationnels pendant qu'il y en a d'autres qui se mettent à jour. Et ça peut être géré de manière automatique. Donc, on a trois pods. Il y en a la charge est normale. Donc, on décide de killer un pod, le mettre à jour et puis le redémarrer. Ensuite, une fois que c'est fait, on va s'occuper du deuxième pod, ensuite du troisième. Et admettons, la charge, elle est vraiment minime. On peut même y aller deux par deux. Euh, Non, pas si on a trois en fait, parce que ça laisserait juste un seul pod allumé. Il faut toujours quand même avoir de la redondance. Donc ouais, pendant qu'il y en a un qui se met à jour, il y en a d'autres qui restent allumés et qui reçoivent les requêtes, du coup, qui leur sont euh, redirigées juste à eux. Une fois qu'il y a un pod qui est mis à jour, il va recevoir une certaine quantité de requêtes. Alors, en fait, ce que tu décris là, ça s'appelle des stratégies de déploiement. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Mais en règle générale, le but, Il y en c'est a de vraiment perdre... beaucoup. Il y en a 5 en tout cas. Mhm. Ok, donc le but, c'est de perdre aucune requête. C'est-à-dire que ce soit transparent pour tes clients, enfin tes utilisateurs de ton Ouais. site, par exemple, et que si on a un qui est sur le nouveau pendant qu'il y en a 10 sur l'ancien, c'est pas grave.
ce que tu veux, c'est que du moment que ça change, tu ne perds pas des requêtes, quoi. Donc, Ouais. ils servent tout le temps quelque chose. Et du coup, donc ceux qui sont connus, c'est Blue Green. Ça, vous avez déjà entendu. Donc, on commence à déployer le bleu, on le teste et tout. Une fois qu'il marche et qu'il est OK, on commence à transiter les requêtes. Quand il y a toutes les requêtes sur le bleu, ben, on éteint le vert, etc. Il y a aussi un qui s'appelle Canary Deployment. Ça, on n'utilise pas trop à l'EPFL, mais l'idée, c'est que tu dis, admettons que tu aies 100 pods pour ton application, et ben, tu en mets un avec la nouvelle application. Et du coup, les utilisateurs qui se retrouvent dessus, ça devient des cobayes, des bêta-testeurs. Donc, tu as en gros 1% de tes utilisateurs qui sont sur le nouveau truc, puis tu surveilles les logs, tu essaies de voir si ça ne crache pas, si ça a l'air d'être tout OK, puis au fur et à mesure, tu augmentes, en fait, jusqu'à qu'il y ait tout le monde sur le Canary qui devient la nouvelle prod. Il y a des déploiements AB, etc. Donc, ça, il y a de quoi. Enfin, voilà, il y a plein de sites sur Internet qui expliquent les différences entre les différents déploiements, quoi, dans les stratégies. Et ça, c'est aussi important de comprendre que le cas le plus général pour lequel on recrée des pods et on état 1, c'est pour faire des rolling release, en fait. C'est-à-dire mettre une nouvelle version en prod sans perdre des requêtes. J'ai encore 2 questions. Est-ce que tu peux nous montrer un fichier YAML pour des objets Kubernetes? Fichier de déploiement, par exemple. Je l'ai montré. Non, mais toi, qu'a fait? Ah, ouais. Je sais plus où je l'ai mis. Non, voilà. Donc, Donc ici, on peut voir donc, la version de l'API. Donc, sur le node master, il y a une API qui est utilisée, donc qui peut servir à d'autres choses. On n'a pas vu dans la présentation. On a le type, donc c'est déploiement. Ça pourrait être d'autres choses comme config map, secret file, je crois, ou bien déploiement, ouais, ou bien plein d'autres types de composants qui sont ici d'ailleurs. Si on va avoir daemon set, on verra le type daemon set. Voilà. Donc on retourne sur déploiement. Et ici, on a des métadatas, donc un nom qui permet de reconnaître quand même le déploiement et puis le nom de l'application qui est similaire pour le coup à celle qu'on peut retrouver au nom d'une application qu'on retrouve dans un Docker Compose. Donc voilà. Ensuite, au niveau des spécifications, on a les réplicas, donc 3. Là, en l'occurrence, du coup, il y aura 3 pods. Le réplica set est défini pour faire en sorte qu'il y ait 3 pods qui tournent en permanence. Donc, dès qu'il y en a un qui va être mort, Kubernetes va s'arranger pour en démarrer un nouveau à n'importe quel endroit où il peut le faire sur n'importe quel node qui a suffisamment de ressources pour pouvoir opérer, pour pouvoir lancer un nouveau pod. Selector, je ne sais plus ce que ça signifie. eh ben, le selector, c'est ce qui va te permettre de matcher le label de ton metadata du déploiement avec tes containers. Ensuite, les spécifications donc, du container, c'est ce qu'on va définir qui appartient au container comme dans un Docker Compose. Donc là, on retrouve le name, l'image qu'on va pull de, j'imagine, la Docker Hub. Et puis, si on utilise Docker comme agent, après, on peut utiliser Podman, par exemple. Faut juste le définir dans Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire là? notre... Qu'est-ce que tu viens de dire là? 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 Qu'est-ce que tu viens de
peux redire ta dernière phrase, s'il te plaît? On peut utiliser des containers Podman Tu as dit que si on utilisait Docker comme agent, on pouvait faire quoi? et des containers Docker. J'ai dit quoi? Est-ce que, J'ai est-ce que dérapé. Kubernetes utilise Podman ou Docker? Dans quoi? Est-ce que Kubernetes utilise Podman ou Docker? Ah, on peut définir. Ça peut utiliser les deux apparemment. On peut utiliser Docker, c'est par défaut. Et Podman, Ah, ah, c'est ah, 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 on peut ah, 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 définir. ah. Je sais que tu n'aimes pas trop Podman, mais Non, 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 mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis en fait. ok. Pour moi, Kubernetes, alors peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, Kubernetes n'utilise ni Podman ni Docker. Pour moi, il utilise Containerd. Il utilise juste le démon le plus basique pour faire tourner des containers, et pas du tout Docker et pas du tout Podman. Je crois que ça Ouais, je dépend. pense que non, parce que quand j'ai setup en Minikube, enfin quand j'ai un peu été voir, euh, ben il indique clairement qu'il utilise Docker. Non, non, mais justement, ça dépend qu'on appelle ça, les intégrations de Kubernetes sur sa machine. Typiquement Ok. K3S, Minikube, K8 et tout ça. Et ça peut se définir. C'est Dominique qui nous a dit ça. Il a dit, ah oui, K3S, il utilise Podman ou je ne sais plus comment tu as dit, la container. Containerd, il y a Cryo. Et tout ça. Mais ça dépend vraiment si tu installes un Minikube, tu as peut-être justement Docker, et puis si tu installes un K3S, tu as Containerd. Mais pour moi, il n'y aura jamais Docker parce que Non, non, Kubernetes, c'est la guerre à Docker. non, ça peut se configurer dans le cluster Kubernetes, et puis tu peux dire mon système de containerisation, c'est Docker, Podman ou. Alors, j'aimerais bien qu'on me prouve ça parce que pour moi, Kubernetes n'utilise jamais Docker. Justement, moi je suis sûr que Minikube, ça doit être Docker. Il n'a pas tort. Mais Minikube, c'est pas Kubernetes. Alors oui, tu peux définir que tout ce qui n'est pas K8S propre, c'est comme ça. Puis encore, parce que OpenShift, peut-être que c'est encore autre chose. C'est pour ça qu'on devrait plutôt définir qu'est-ce que c'est une orchestrisation Kubernetes et puis les différentes variantes et familles. Parce qu'on peut aussi dire que OpenShift, ce n'est pas Kubernetes. Et je sais que Dominique, il nous a parlé de ça, parce qu'un jour, quand on bidouillait notre Ansible K3S, on a dû aller dans un container et tout ça, et puis il a fait les commandes, puis il a dit, ah ben non, c'est pas ça, ah ben c'est ça, il utilise ça. Je peux chercher l'information, mais... Je viens de la mettre dans... En tout cas, disons que le concept à la base de Kubernetes, en principe, il est totalement agnostique, le système que tu utilises pour faire tourner tes conteneurs. Voilà, tu le vois. Il n'y a rien qui change dans l'architecture de Kubernetes. Voilà. Essentiellement, c'est écrire les choses dans HD, avoir quelqu'un qui les lit et les met en place. Ouais. Mais c'est bien ce que tu as mis, Nicolas. Il y a Containerd, il y a Docker Engine, mais il n'y a pas Podman. Donc, pour moi, il y a une année, il y a eu, justement, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus du tout de Docker parce que pour eux, Docker faisait 4 fois plus de trucs que ce que Kubernetes avait besoin de faire. Donc, oui. Le Docker Engine, il a des trucs comme Swarm, comme les Docker Compose, comme la gestion des secrets, du stockage, etc., qui sont gérés complètement différemment dans Kubernetes. Et du coup, le fait que Docker fasse tous ces trucs et en plus que ce soit une entreprise qui se fasse de la thune et qui n'est pas complètement open source, etc., ils sont fait juste évincer du monde Kubernetes. Oui, ça c'est exact. Mais maintenant, quand tu installes une installation sur ta machine pour faire du dev, tu ne risques pas de te retrouver avec la réalité que tu as dans ton K8S. Et c'est ce qui s'est passé avec K3S. K3S, on n'était pas... Ça parlait... C'est comme le Coca-Cola et puis le Pepsi. Ça ressemble, ça a le goût, mais ce n'est pas ça. Le truc, c'est que les runtime de containers, donc les CRI, ou les Cryo, ou les Containerd, là, leur job, c'est juste de faire tourner les containers. Il n'y a pas besoin de tout Docker derrière. Et puis les trucs qu'il y avait avant Docker, ça suffit.
Donc, ça s'appelle comment, là? LXC, là? Bob, j'ai ma dernière question. Est-ce qu'on peut avoir les liens vers tes slides? Oui. S'il te plaît. Je les donne après la présentation. Pas d'autres questions, les apprentis? Donc, Jérôme, tu as accès à OpenShift maintenant, non? D'ailleurs, ça, ouais. Quand j'avais un petit peu fait joujou avec Minikube, ça m'avait posé 2-3 problèmes euh, parce que les deux sont confondus. C'est-à-dire? Quand en fait j'ai failli taper dans l'environnement de prod de OpenShift de l'EPFL. Celui de Donc, comment les environnements ils sont séparés sur Kubernetes? Est-ce que ça, tous les pods que tu déploies, ils peuvent se parler entre eux? ouais. Ouais? Non, non, mais je disais Non? oui. Je Oui sais ou pas, non? je sais pas, je disais Bah, oui par rapport réfléchis, réfléchis. mais ça dépend sur enfin si c'est sur le même déploiement. Si c'est sur la même dans le même cluster, ou ça dépend de ton truc. Alors, définis cluster. Groupe de nodes qui eux-mêmes contiennent des pods, des services et Mais tu des es d'accord fonctions. que le but, c'est justement essayer de faire de la haute disponibilité. Donc, idéalement, ton pod, Oui, tu as mais je veux envie, dire, si tu quand tu gères as des réplicas, tu as envie qu'ils soient sur 3 clusters différents, justement, pour que s'il y en a un cluster qui pète, ton pod, il continue de tourner. ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si un cluster crash, par exemple? Qu'est-ce qui va sécuriser en fait le contrôleur de tous ces pods, de tous ces containers? Et ben apparemment Il n'y en a pas qu'un des contrôleurs de tous ces containers. C'est ça, en fait, qu'on voit pas bien sur l'image de Jérôme. C'est que quand tu as un gros cluster, tu as plusieurs nœuds qui sont maîtres. Mhm. Et normalement, tu en as un nombre impair. C'est le Et truc XOR là? XOR. D'avoir des 0 à un endroit, des 1 à un endroit, et puis des 0 et des 1 à un endroit pour pouvoir, s'il y en a Non, un des ça 3 qui s'appelle un crash. quorum. Et puis, il y a Quorum. l'algorithme qui s'appelle Raft qui prend les décisions. Donc là, la case verte sur un gros cluster, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ils se causent entre eux. Et en fait, chaque fois que quelqu'un écrit dans etcd, en fait, les écritures, elles sont gérées par un système qui dit bon, si tout le monde est d'accord dans le quorum qu'on écrit, alors on écrit. Mais si disons qu'il y ait 5 blocs verts, si on a 4 qui sont d'accord et 1 qui ne sont pas d'accord, ça marche. Le problème, c'est que si tu en as un nombre impair, puis que tu en as 2 qui sont d'accord et 2 qui ne sont pas d'accord, tu ne sais pas quoi faire. Donc, en fait, on essaye toujours d'avoir un nombre impair. Et du coup, quand il y a un des nœuds du quorum qui pète, on essaie de le réparer rapidement. Donc, si tu cherches l'algorithme Raft, Jérôme, là sur Google, pas celui-là, K8S ou etcd, tu peux mettre. voilà, il y a tout. Tu vois, distribuer de consensus. Mais voir l'image, Google Images. Voilà, donc tu vois tes nœuds verts là, tout ce qui est en bas là, dans l'image que tu as. Donc les worker nodes, c'était tes blocs bleus. Et en fait,
les 3 blocs en bas, c'était nœuds verts. Donc là, il y en a 3. Et on voit que le ETCD, il est dans un truc vert, là, et puis en fait, il se parle entre les 3. Donc, dans un gros cluster, c'est plutôt comme ça, quoi. Donc, tu n'en as jamais qu'un. Si tu vas sur raft.github.io, il y a une jolie animation de comment ça marche l'algorithme. github.io. Voilà, en bas, il y a l'animation, c'est joli. Non, on peut plus. Voilà, ici. Non. Oui, ok. Tu arrives à commenter ce qui se passe, Java? Et alors, il y a le node, il y a un node qu'à un certain moment, il envoie ce qu'il pense c'est les bonnes valeurs, et puis il y a les autres qui doivent répondre. Bon, en fait, je ne me rappelle plus l'algorithme Raft exactement, mais il faudrait lire bien l'algorithme. Je ne me rappelle plus non plus. Mais Moi, cette animation, je me rappelle que c'était vraiment bien fait, mais maintenant, effectivement. les petites buts, je ne sais pas si Alors, les boules sont les nodes. Les boules sont les nodes. Les numéros qu'il y a à l'intérieur, c'est les valeurs les valeurs dont on parle. Non? Là, c'est juste la vitesse, je crois. Ouais, mais là, tu es en pause. Ouais. Mais là, c'est un peu trop vite. Mais les petites bulles, c'est quoi? C'est que S1, il reçoit une information, puis il la valide avec les autres, ou c'est qu'il a l'information, il la passe aux autres? Ah, il dit, we hope to create a screencast soon, mais malheureusement, il n'est pas là. Bah, je pense qu'on pourrait faire une présentation sur Raft en lui-même Ok. pendant 2 jours. D'accord, c'est une bonne idée. Mais enfin, voilà, ce qu'il Je faut me regarder, porte volontaire, comme ça, j'ai il y a ce l'occasion qu'on de appelle, parler. cool, ouais. Donc, il y a ce qu'on appelle un quorum, et puis en fait, il y a un consensus sur les écritures ou tout ce qui se passe dans le TCD qui doivent être acknowledgés en fait par les autres membres du quorum pour qu'elles aient lieu. Et du coup, il y a toujours une majorité, une minorité, il y en a des plus ou moins rapides, etc. Et du coup, c'est comme ça que Kubernetes sait que l'état qui est dans etcd, donc c'est que les valeurs qui gèrent tout le cluster sont OK et à jour. Donc là, imaginons, genre, il y a le S1 qui crash. Donc c'est, on va dire, le pod, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, bah, c'est le masternode, ouais. Mhm. Il crash, donc du coup, à ce moment-là, et il va être remplacé par le S2, ou bien le S3, ou bien le S4, ou bien le S5, en fonction de s'il fonctionne. Il fonctionne, c'est ça. Oui, mais en fait, il ne Ok. prend pas les décisions tout seul, le S1. Ah ok, d'accord, c'est une décision partagée. Voilà, donc si tu remontes un peu et que tu regardes la partie consensus, Jérôme, voilà. Ok. Donc, tu vois, consensus implique que plusieurs serveurs, ils sont d'accord sur la valeur, quoi. Et puis, du moment que tous les serveurs ont une décision sur une valeur, ben là, cette décision est finale. Donc, ils peuvent tous l'écrire dans leur système de stockage, qui en l'occurrence c'est le TCD. Ok. Oui, il y a tout une procédure de vote pour voir si les valeurs qui ont été proposées par un node, il est accepté par les autres. Donc, je crois que tout c'est. Là, c'est maintenant S4 qui demande. Tu peux pas cliquer sur le carré gris qui est à droite, là, où il y a le tableau, là? Ouais, là, tu peux cliquer ou pas? Non. Pourquoi ça avance pas, là? Maintenant, c'est S1 qui envoie les requêtes pour dire est-ce que c'est bien les valeurs 2 qui est bonne, et les autres répondent avec plus, qui veut dire oui. Donc, il y a
reste à ce niveau-là. Ah, tu peux cliquer sur les S1, S2, S3 là. Ah, Là. d'accord. Donc il dit l'état des valeurs à un moment T. Et puis tu peux fais timeout sur serveur 1, tu le fais timeout. Tu refais play. Et donc lui, il va plus répondre puisqu'il va timeouter. Oui, c'est bon. Là. Donc, il s'est remis tout de suite en place. Ouais, je sais pas comment ça marche ce truc. Mais... Oui. Bah, normalement, tu dois pouvoir simuler visuellement ce qui se passe quand il y en a un qui tombe, quoi. Mais peut-être qu'il y a aussi que tu peux cliquer dire offline ou quelque part. J'ai l'impression que le tableau à gauche, là, il devrait pouvoir être... on doit pouvoir l'éditer, quoi, quelque part. Après le relève. Oh, le 5, le 3. C'est marqué 5 dessus. La barre qui décroît, cette barre ronde qui décroît, c'est le timeout parce que justement les mises à jour doivent être faites. Et comme là, si tu tues un des nodes, les autres nodes, à un certain moment, vont arriver au bout du timeout, donc ils vont à certain moment dire qu'il y en a un autre à sa place. Oui, pardon, pour définir ça. Ouais. Mais du coup, si on restart à nouveau, ben, il va à nouveau être setup comme peut-être. Je sais pas. C'est plus le chef. D'accord. Ok. Ouais. Il va y avoir la jauge vide de... Ah, c'est bien fait. Et du coup, je vais arrêter l'enregistrement, je crois.